Bonjour, Bonjour. Bonjour. bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Bonjour, Lisa. bon retour Lisa. Merci beaucoup. Vous allez bien? Sandrine Lehaut, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour, Je enchantée. Donc j'ai demandé t'en prie. l'autorisation à Stéphanie de vous faire un petit coucou, elle m'a dit c'est bon, ok. Ok. Ben, moi, du coup, je voulais juste te dire, Stéphanie, que je vais laisser Alicia et Jean-Luc gérer pour la visio. D'accord, Et c'est parfait parce qu'à trois, j'ai peur qu'on se... d'accord, pas de problème. Bon, Pas bon trop. retour à toi Alicia, et à bientôt, hein. Jean-Luc. Ah oui, Bon, on se contacte rapidement. Ouais, merci, ciao. Bonne ciao. journée. Merci Lisa. Bien, donc Jean-Luc et Alicia, merci d'être là. Donc, on a déjà quelques collègues qui sont connectés. Alicia, je vous ai mis en panéliste. Du coup, vous pouvez partager l'écran avec D'accord. le diapo. Voilà. Donc, bonjour Roxane, bonjour Lucille, bonjour Léa. Merci d'être là. Merci. Alors, hop, on a bien le diapo, c'est parfait, Bon, tant mieux alors. c'est impeccable. Donc, du coup, les collègues qui sont connectés au niveau son et image, et notamment le diaporama, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous voyez bien le diapo? Emma, bonjour Emma, tout est OK, super. Lucille, Eva, super. Bonjour Jennifer, très bien, merci beaucoup. Eh bien, on est bien là, on est très bien. Céline, bonjour Céline. OK, donc au niveau technique, apparemment, zéro souci. Donc, Alicia et Jean-Luc, je suis avec le chat, hein, puisque je vous rappelle que les collègues n'ont pas les micros ouverts. Et du coup, je jette un œil sur le chat s'il y a des commentaires ou des questions. Alors, je crois qu'au niveau du timing, on est très bien. Il est 9h31. Si c'est OK pour vous, on démarre. Oui, Oui, c'est tout bon. à fait, oui. C'est bon pour vous? Super. Oui. Alors, je rappelle que ces flashs pratiques sont proposés par le Pôle Ressources Handicap 06, qui est porté par l'association APN. Donc, APN, c'est une association qui accompagne des jeunes en situation de handicap depuis plusieurs années maintenant. On a un pôle jeune avec un accompagnant qui suit les jeunes individuellement et sur les temps collectifs des temps de loisirs pendant les vacances scolaires. On a un pôle aidant pour les familles, proposer des temps de répit aux parents. Et puis, on a le pôle qui nous réunit aujourd'hui, le PRH, Pôle Ressources Handicap, qui accompagne, soutient, forme les équipes de terrain dans les structures ordinaires qui accueillent des enfants en situation de handicap. Donc, généralement, on a des collègues de crèche, des collègues d'accueil de loisirs et des collègues du périscolaire. Le pôle ressources handicap, il est financé par la CAF et par la SDJES, Jeunesse et Sport. Et c'est pour ça que les formations, les sensibilisations et les flashs pratiques, tout est gratuit pour les agents et pour les collectivités territoriales. Donc, on démarre ce premier flash pratique du semestre avec des invités que je suis ravie d'accueillir. Donc, le CDSA, Comité départemental du sport adapté, avec Jean-Luc. Le nom de famille, Jean-Luc, je m'en souviens plus. Cédro, CEDRO. Oui, Credo, président donc du CDSA. Et puis Alicia Orengo, qui est chargée de développement. C'est ça, agent de développement au sein du comité. Voilà. Donc, juste une petite introduction avant de vous laisser la parole. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de l'actualité de la clôture des Jeux paralympiques qui a eu lieu la semaine dernière. Et puis, ce grand événement qui a fait vibrer la France entière depuis le mois de juillet avec les Jeux olympiques.
Néanmoins, on avait commencé une collaboration avec le CDSA, ça fait plusieurs mois maintenant. Et effectivement, on prévoit de pouvoir travailler un peu main dans la main entre le PRH qui accompagne les équipes, donc comme je le disais, sur l'accueil spécifique des enfants en situation de handicap et ce fabuleux vecteur d'épanouissement qui est le sport. Les Jeux paralympiques, il me semble, ont permis et on participe à ça, à modifier le regard de la société sur le handicap, ne serait-ce que parce que, enfin, on en parle et on met à l'honneur surtout des gens qui font des performances extraordinaires avec leur singularité. Et pour aujourd'hui, bien sûr, on va parler de sport, mais pour rester en lien avec le terrain et avec les collègues, il est évident qu'en crèche et en accueil de loisirs en périsco, on parlera plus aisément d'activité physique. Mais il n'empêche que le sport est bien un terme générique où il est question de faire bouger son corps. Bouger son corps, on l'a vu, pour tout un chacun, c'est absolument essentiel. Et ça l'est évidemment tout autant quand il y a des particularités personnelles. Voilà pour la petite introduction. Donc, on a comme d'habitude préparé le flash avec les invités. Cette préparation m'a réjouie parce qu'il y a un beau travail de fait de la part de Jean-Luc et d'Alicia sur notamment le visuel, un diaporama pour pouvoir accompagner le propos qui vont vous dérouler pendant 1 heure et demie. Comme d'habitude, les collègues, je reste attentive au chat. Et vous n'hésitez pas à nous interpeller s'il y a des commentaires, questions ou autres. Voilà pour la petite présentation. Du coup, je vous laisse la main, Alicia et Jean-Luc. Merci. On a prévu une petite présentation vous concernant. Voilà. Tu commences? Vas-y. Je commence moi? Ok. Du coup, moi, c'est Alicia Oringo. Je suis salariée au sein du comité depuis peu, depuis mai. Donc, je suis très contente d'avoir rejoint les équipes du comité. Après, je ne suis pas toute nouvelle non plus. J'ai été stagiaire pendant 2 ans au sein du comité pour faire tout mon projet de fin d'études de master en activité physique adaptée et santé. Donc, c'est un master qui se valide et qui se passe au sein du STAPS, donc c'est la faculté des sports à Nice. Voilà, le moment où j'ai compris que je voulais travailler dans le sport et le handicap, c'est vraiment durant ma dernière année de licence, lors des cours d'intervention qu'on a au sein de la fac, où il y a du public spécifique qui vient, et c'est d'ailleurs là où j'ai pu rencontrer Jean-Luc sur ses interventions, et où j'ai eu pour moi une grande révélation, où c'était vraiment le milieu avec lequel je souhaitais évoluer durant ma carrière professionnelle. Donc, je me suis directement penchée sur mon master à vouloir intégrer le comité en tant que stagiaire puis service civique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en faire partie en étant salariée et en développant tous les projets du comité. Merci, Alicia. Donc, alors moi, c'est Jean-Luc Cédreau. Donc, du coup, je suis président du comité. En dehors de ça, je suis professionnel de santé publique et donc dans la fonction hospitalière. Mais en fait, je suis en fait issu, si je pars du cursus d'Alicia, moi j'ai fait une formation en droit et lettres appliquées. Et après, j'ai fait une reconversion. J'ai été beaucoup dans tout ce qui est grande surface et donc gestion des stocks, management et tout le reste. Et puis un jour, comme ça ne me satisfaisait pas, j'ai en fait fait un changement d'orientation et je suis parti dans le milieu de la santé. Et au travers de cette expérience-là, j'ai passé mon diplôme d'infirmier. Et à la suite de ça, je suis rentré en psychiatrie. Et
j'ai commencé à mettre en place des activités physiques auprès du public adulte de psychiatrie du CHU de Nice. Et après, ben, j'ai fait une autre formation donc en diplôme d'État, donc avec une spécificité d'éducateur sportif spécialisé dans tout ce qui est handicap mental et handicap psychique, pour prendre en charge en fait le public et puis pour voir la pertinence en fait de l'action de l'activité physique sur le monde de la psychiatrie et surtout savoir si ce que je mettais en place était efficient par rapport aux besoins des personnes. Et puis voilà. Voilà. Très bien. Voilà, une grosse expérience professionnelle et voilà, ça fait 15 ans maintenant que je mets en application l'activité physique sur le monde hospitalier. Donc, une bonne expertise, Jean-Luc, sur sport et inclusion. Mm. Hein, et le CDSA, du coup, la présidence, depuis combien de temps? Non, j'en suis à ma 4e année. Après, au sein du comité, ça fait pratiquement 12 ans un peu plus de 12 ans que je suis impliqué. Alors, au départ, pour développer finalement toute la partie handicap psychique au sein du comité, puisque c'était comme ça que je suis rentré en fait au comité par un président qui avait avant, qui m'avait sollicité pour la mise en place en fait du développement de la proposition en fait, d'activité physique auprès de ce public-là. Et bah, de fil en aiguille, ben, je commençais à m'investir au niveau du comité sur cette branche-là. Et puis après, on m'a sollicité pour être dans l'administration du comité. Et puis un jour, à force de remplacer les présidents, on m'a dit, mais pourquoi tu ne serais pas président? Ben, du coup, ben, voilà, ça y est, c'est fait. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu es sur les deux champs, Jean-Luc, à la fois le CDSA et à la fois ton activité pro. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, je suis sur les deux champs. En fait, bien souvent, on a, depuis le développement de cette notion de proposition d'handicap psychique au niveau du comité, en le développant, il y a beaucoup d'intrications en fait entre la partie professionnelle et la partie, on va dire, bénévole. Bon, après, mon activité professionnelle reste quand même ce qui coordonne en fait mes actions de soins sur le quotidien. Mais en fait, c'est souvent en intrication avec. Moi, je m'occupe en fait, je décharge les salariés sur la partie du développement et la proposition de journée au travers de l'activité physique et des patients. Au niveau des autres structures. Donc, on propose des journées de rencontres d'activité physique avec les établissements de psy. Et du coup, c'est moi qui m'en occupe, bon, parce que finalement, je le faisais avant que j'intègre le comité. Donc, j'ai continué à le faire, mais cette fois-ci, on l'a intégré dans le calendrier du comité de façon à ce que ce soit pérenne et qu'en même temps, ça met en valeur au niveau de notre rapport d'activité, en fait, de montrer que le comité du 06 fait quelque chose en faveur des personnes en situation de handicap psychique, tout en continuant à maintenir les actions on a avec le handicap mental. Parce que le handicap mental était la source évidente du comité pour le handicap mental, mais du coup, on a développé en parallèle l'aspect handicap psychique. D'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que tu es bien convaincu, là, des bienfaits du support sport et activité physique au service de l'accompagnement des personnes suivies en psychiatrie. C'est ça, oui, C'est ça. je suis Ok, convaincu. ok, ok. Mm. Ok. Eh bien, quand vous voulez pour qu'on envoie le diapo. D'accord. Donc là, c'est pour vous présenter un petit peu le déroulé de toute cette trame du flash pratique aujourd'hui. Donc, on va le faire par étapes. D'abord, on va partir du haut, qui est la Fédération française sport adapté. Et ensuite, nous, notre comité, les différentes actions qu'on met en place, comment est structuré le comité à travers plusieurs commissions, quel est notre lien au sein des projets et quel est notre lien avec le terrain, avec les différents clubs et associations sur le territoire. Et aussi, après, plus en détail, face à quel type de handicap on est confronté au travers de nos différentes actions. Voilà, le présenter un petit peu plus en détail. Ok. Et voilà. Ok, Alicia. Est-ce que tu veux... Oui.
Ah bah, je vais faire la présentation. Voilà. Alors, du coup, nous, on est, par le fait qu'on soit une entité qui est une délégation auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, on est une entité fédérale, donc avec un siège au niveau national. Donc, après, l'action fédérale se déroule donc, sur le territoire national. Elle se décline sur des ligues. Donc, nous, on dépend de la Ligue PACA. Après, on a du coup notre entité, donc le comité départemental. Après, on a toutes les associations qui sont affiliées autour de notre activité. Et après, autour de ça, finalement, on gère en même temps les licenciés, les sportifs, les bénévoles, les officiels, parce qu'on a besoin au quotidien dans nos actions qui sont pas que dans la filière, on va dire, organisation de compétition fédérale, mais on a aussi des propositions d'activité physique de type loisir. Donc, au travers de ça, on est obligé de solliciter des bénévoles, les éducateurs, les intervenants dans les établissements médico-sociaux et sanitaires. Donc, de ce fait, on coordonne en fait au sein de nos actions tout au long de l'année toute cette partie-là. Et on interagit toujours dans cette notion de transversalité de haut en bas avec la fédération et la ligue. Et voilà, ça dépend un petit peu on est assujetti à cette organisation. Voilà. Alors, du coup, la Fédération française du sport adapté, hein, donc comme je disais tout à l'heure, elle a une délégation du ministère de la jeunesse et des sports. Elle est vraiment labellisée depuis 1977 sur cette notion-là, mais si mes souvenirs sont bons, c'est autour de 1950 qu'elle apparaît sur les premières notions d'activité en faveur des sportifs en situation de handicap avec une déficience intellectuelle. C'est comme ça du coup, c'est comme ça que ça s'est articulé. Puis après, dans la labellisation, elle est maintenant connue depuis 1977 sur cet aspect-là. Donc, on coordonne et on contrôle la pratique pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, avec aussi la large notion de spectre autistique et tout ce qui est trouble aussi du handicap psychique, hein, que je m'occupe moi. Donc cette coordination, elle est en fait une volonté d'épanouissement pour les sportifs qui vont fréquenter la fédération. Ces objectifs que tu as déjà Voilà, donc énoncés. c'est un petit peu ce que alors moi je parle un petit peu des fois sans suivre les slides, mais c'est vrai que l'idée c'est un petit peu ça, hein. On est dans un développement d'une pratique, pas simplement pour une notion élitiste. Alors là, on a vu au travers des Jeux paralympiques participer 6 athlètes de haut niveau sur les Jeux olympiques. Mais il faut aussi se soucier en fait de toute la population qui est sur notre territoire et de ce fait leur proposer aussi en fonction de leurs capacités et leurs besoins des activités au travers différentes actions qu'on peut mener avec les différents partenaires qu'on a, que ce soit institutionnels ou vraiment privés. Donc, c'est cette idée-là que voilà, on est dans cette notion de toujours essayer de développer, de proposer au maximum pour ce public-là qu'on encadre et qu'on prend en charge de l'activité physique et du sport, puisque là, après, on est sur un registre de perfectionnement quand on parle du sport. C'est vraiment ça, il y a vraiment ces deux dimensions. On ne fait pas que du sport pour les mener vers la compétition, bien au contraire, parce que là, il y en a qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce type de pratique. Donc l'idée, c'est aussi de développer le côté activité physique, le côté bien-être, le côté loisir, où beaucoup plus se reconnaissent dans cette pratique et arrivent à s'épanouir sans avoir besoin d'accéder à la compétition. Mais bien évidemment, en étant un comité départemental et étant en lien avec la Ligue et la fédération, c'est tout à fait dans nos missions de développer les compétitions. Et du coup, sur nous, notre département, je reviendrai peut-être après dessus, mais on a 3 championnats qui sont très importants, qui sont la pétanque,
la natation et le tennis de table. C'est vraiment les 3 championnats départementaux qu'on organise et qui sont les 3 disciplines phares en sport adapté dans le 06. Après, ce qui est important dans la pratique loisir, c'est aussi, on est dans une population qui peut être aussi très éloignée de la pratique de l'activité physique, donc du coup qui a un impact aussi sur leur santé et toutes les problématiques sous-jacentes que peuvent emmener en fait la sédentarité et l'inactivité, donc qui pourraient surajouter des pathologies complémentaires. Donc de ce fait, il faut qu'aussi, dans cette proposition d'activité loisir, il y a cette notion d'activité en faveur de la santé qui est nécessaire. On a une question de la part de Lucille qui nous dit: que pensez-vous du programme Club inclusif du Comité paralympique et sportif français? En avez-vous la charge de coordination, de promotion? Alors oui, du coup, c'était une slide qu'on a mis un petit peu plus tard. Donc, Tu organises comme tu veux, Alicia. Tu organises comme tu veux. je pense qu'on pourra répondre à la question après, mais on a prévu D'accord. justement de parler du dispositif Club inclusif qu'on gère, nous, au sein de notre comité, et avec qui on est en lien avec le Comité paralympique et sportif français, pour justement le décliner à l'échelle du 06. Parfait. Donc, il n'y a pas de souci, on a prévu d'en parler. Parfait. Ok. Donc, juste un petit peu pour que nous, on arrive à vous expliquer comment on se situe au sein des disciplines parasport. Donc, en fait, il y a 2 fédérations distinctes. Donc, en France, c'est la particularité qui existe parce que dans plusieurs autres pays, on n'a qu'une seule fédération pour les parasports, donc qui sont les sports pour les personnes en situation de handicap, quelle que soit la catégorie de handicap. Sauf qu'en France, on a 2 fédérations distinctes. Celle qu'on connaît le plus souvent, c'est la fédération handisport, qui, elle, développe et propose de l'activité physique à la fois au niveau loisir, mais aussi du sport au niveau compétitif, pour du handicap sensoriel et moteur. Et nous, juste à côté, la Fédération française du sport adapté, on s'occupe de tout ce qui est handicap mental, psychique, et avec un trouble du spectre autistique. Donc, comme on peut le voir là sur les chiffres que vous voyez, c'est sûr que notre fédération est celle qu'on connaît peut-être le moins, mais pourtant, Oui. on a quand même beaucoup plus de licenciés par rapport à la fédération handisport. On propose aussi beaucoup plus de disciplines. Donc, c'est vrai que nous, c'est notre combat un petit peu tous les jours, d'essayer de se démarquer, de faire comprendre aux gens, à la fois à des publics qui ne sont pas du tout sensibilisés au handicap et au sport, mais aussi à des publics qui le sont et à des personnes qui travaillent dans le milieu du sport, à bien se démarquer au niveau de la fédération sport adapté, à montrer qu'on existe et qu'on n'est pas seulement la fédération handisport. Et ça, on le verra après quand je ferai la petite slide sur les Jeux paralympiques, où là, on voit aussi une très grosse différence entre la présence des athlètes issus des 2 fédérations. Donc, on y passera un petit peu dessus après. C'est assez impressionnant quand même. Alicia, j'ai une question. Comment vous expliquez que handisport soit plus visible, plus connu, alors que quantitativement, ça représente moins de monde? Vas-y, tu peux répondre. Alors moi, je vais vous répondre d'une façon très, peut-être pas forcément politiquement correcte, hein, mais l'idée, en fait, après, c'est juste, il faut partir du principe qu'on a une population, nous, quand on est sur la déficience mentale, trouble du spectre autistique, pardon, ou le handicap psychique, souvent, au niveau des interactions sociales, il y a une difficulté. Difficulté d'élocution, difficulté de lire tous les réseaux qui sont dans l'interaction sociale, comprendre les questions, répondre aux questions, ça peut être plus difficile qu'une personne qui a simplement un membre qui est atteint, mais qui, d'un point de vue cognitif, n'a pas ces difficultés. Finalement, quand on va l'interviewer à la télé, ben, elle va mieux passer la personne qui va être,
on va dire, très bien, comme vous avez pu voir les journalistes, par exemple, sur les plateaux du paralympisme. On a souvent des journalistes qui, si vous ne voyez pas le handicap moteur qui est sous la table, vous ne pouvez pas dire que c'est un handicap moteur. Donc, du coup, en fait, quand vous avez une personne qui est en situation de handicap mental et qui a des difficultés d'élocution pour se faire comprendre, pour passer à la télé, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est toute notre démarche, nous, en fait, au sein du comité et de la fédération, d'essayer, en fait, de mettre en avant ces sportifs et de les faire connaître au maximum et de mettre en avant que le sport adapté, il y a des très belles personnes qui gravitent à l'intérieur et autour pour en fait cette reconnaissance. Mais la différence vient surtout par rapport à ça, le fait que c'est plus facile à un sportif voilà, qui n'a pas de déficit cognitif de pouvoir s'exprimer. Voilà. Alors d'aujourd'hui, on a voilà, des sportifs qui peuvent intervenir de façon publique, mais ça va être un peu plus compliqué. Bon, par exemple, si on prend Raphaël Duté, qui est un de nos sportifs de haut niveau, quand on lui demande donc d'intervenir auprès de notre comité sur les sensibilisations, il est nécessaire qu'au niveau de la compréhension, ça soit plus long. Ouais. Donc, comme dans les temps, souvent que les sportifs sont interviewés, il faut que ce soit rapide et assez concis. Comme pour des valides, hein, pour des valides, quand vous êtes interviewé, il faut que ça soit concis et la prise de parole est très lente. Tandis qu'ils auraient besoin de plus d'aménagement pour pouvoir en fait s'exprimer et avoir cette volonté de. Voilà. Et après, il y a aussi cette différence entre le handicap visible et le handicap invisible. Nous, les personnes qu'on a au sein de notre fédération, souvent, on ne voit pas directement qu'elles sont en situation de handicap. Tandis que le handicap issu du handisport est quelque chose de visible. Le handicap moteur, bon, il y a des personnes avec une amputation, en fauteuil roulant, avec des appareils auditifs, avec des lunettes, avec une canne. Donc, de suite, c'est plus visible. Et en fait, c'est pour ça que nous, c'est aussi notre combat, c'est de vraiment les mettre en avant et de faire comprendre que c'est pas parce qu'une personne n'a pas une canne ou n'est pas en fauteuil roulant qu'elle n'est pas en situation de handicap et qu'elle n'a pas besoin d'adaptation, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit à travers le milieu sportif où nous, c'est notre domaine d'action. Donc, c'est là aussi un peu notre combat. Et pourtant, comme on le voit sur les chiffres, on a plus de licenciés que la fédération handisport, mais ça, il y en a très peu qui regardent ces chiffres et pourtant ils sont bien existants et nous, c'est notre combat, voilà. C'est intéressant, je rebondis juste avec le terrain là, des structures ordinaires et l'effort effectivement hein, dans lequel on est, qui n'est pas encore pour l'instant complètement gagné, mais en fait on est le reflet de la société, à savoir la nécessité du changement de mentalité par le changement de regard. Ce n'est pas parce qu'il y a de la difficulté cognitive ou verbale que la personne n'est pas intéressante, que la personne n'a pas des choses à dire, que la personne n'a pas effectivement des choses à nous partager. Et on a cette route encore à faire parce que on est issu quand même d'une société où effectivement il faut que ça parle vite, que ça s'exprime, que ça suive bien les codes. Et du coup, avec le handicap psychique et mental, on est bien sur cette nouvelle approche. Et Jean-Luc, entièrement d'accord, hein, c'est ce qu'on travaille beaucoup en sensibilisation, la question de prendre le temps. Hein, c'est que les personnes avec des handicaps psychiques et mental, il y a évidemment une nécessité de prendre le temps de la rencontre, tout simplement. Mais une fois que cette rencontre a lieu, là, il se passe des choses fabuleuses. J'en profite juste pour rappeler aux collègues la visibilité justement de ce type de handicap dans les médias par les rencontres du papotin. Hein, on a une fois par mois maintenant, enfin, la visibilité de personnes avec ce type de handicap qui sont filmées, qui procèdent à des interviews, qui ont un statut de journaliste. Et puis, tout récemment, on a aussi ce fameux film qui a déplacé les masses, et j'en suis ravie, comme Intouchable. On a le petit truc en plus, hein, où là, donc ça avance, mais c'est vrai qu'on a encore un peu de route à faire. C'est sûr, on a du mal, mais du coup, nous, vous parliez de code tout à l'heure. Ben, nous, notre objectif, c'est de briser ces codes, en fait, briser ces barrières et qu'on puisse avancer. Et c'est vrai, vous parlez du film Un petit truc en plus.
Mais c'est vraiment ce genre d'actions en fait qui viennent de personnes qui ne sont pas du tout du milieu du handicap au départ, de nous d'avoir du poids en fait sur nos sensibilisations et un petit peu de dédramatiser ce qu'est le handicap mental, l'autisme ou le trouble du spectre psychique, pardon. Donc c'est vrai que on essaye de surfer aussi sur cette vague pour nous avoir plus de poids en fait. Et on y est, c'est en train d'avancer, c'est chouette. Et avant de passer sur l'autre slide, il est important de dire que sur notre territoire du 06, on est depuis très longtemps, du coup, comme vous voyez, on pourrait dire qu'on est en dualité avec l'autre entité, hein, que le handisport. Nous, sur le territoire du 06, en fait, on travaille en binôme souvent avec le handisport. Autant pour renseigner les personnes qui seraient susceptibles d'aller vers une ou l'autre des deux comités. Il est important que, voilà, nous, ça fait très longtemps qu'on travaille avec le handisport du 06, du coup, le comité handisport du 06. Et en fait, c'est ça aussi l'idée. Il y a forcément des dualités au niveau national, mais sur notre territoire, nous, on a fait en sorte de travailler en symbiose. Et souvent, quand on est sur des actions de sensibilisation, on demande de nous, et qu'on a les deux comités, à être soit sur le même poste ou sur vraiment à être à côté, de façon à être vraiment dans cette idée d'être au service des personnes en situation de handicap et non pas d'être en dualité. Ouais, et l'inclusion, elle passe aussi par là. Elle passe aussi par le fait que nous, on ne se différencie pas le handisport et le sport adapté. Comme l'a très bien dit Jean-Luc, sur la plupart des actions sur lesquelles on est sollicité, on essaie d'impliquer l'autre comité à chaque fois parce qu'on fonctionne ensemble et pas à côté. Très important, très important. Bonjour à Kelly, bonjour à Alexandre de Cannes Jeunesse. Merci Alexandre d'être présent ce matin. Tu disais. Du coup, là, on est en train bon, les slides qui sont en train de vous énoncer en fait la fédération d'un point de vue historique avec les différentes dates qui sont très importantes et qui ont fait que voilà, on est parce que c'est ça aussi c'est un travail qui a été mené depuis longtemps, donc depuis 1971, mais la reconnaissance au travers du ministère des Sports. Vous voyez, donc du coup, ça fait quasiment 4 ans pour intégrer le ministère des Sports. Ça fait quand même beaucoup. Si vous regardez 12 ans pour intégrer le mouvement olympique, voilà, donc il y a des étapes aussi qui sont nécessaires pour aller vers une acceptation de l'inclusion, hein, parce qu'on est aussi dans l'inclusion au niveau du domaine du sport et de l'activité physique par rapport au handicap. Et donc, c'est aussi une nécessité, on va dire, politique d'intégrer en fait l'inclusion auprès des différentes institutions qui sont les vecteurs donc d'un point de vue national, international, de l'inclusion du handicap. Donc, les démarches sont aussi dans cette notion. Comme moi, en tant que président, je suis obligé d'être toujours dans cette interaction qui est d'un point de vue bénévole et administratif et sur le terrain, et en même temps aussi la partie politique qui est un volet assez important pour faire reconnaître le comité, faire inclure dans le visuel et donc du coup l'image et l'intégration intégrale du comité dans les différentes instances en fait qui interagissent avec nous. Et voilà. Donc c'est 1996, je vois la création du comité paralympique. C'est ça, qui a été initié du coup par la Fédération Handisport. Ok. Voilà. Et pour l'actualité, du coup, qui est Oui. les Jeux paralympiques, c'est vrai que nous, le sport adapté, on a mis quand même plusieurs années avant d'avoir notre place au sein des Jeux paralympiques. Là, comme on peut le voir, 2012, pour les Jeux paralympiques de Londres, où 4 athlètes en sport adapté ont pu participer pour la première fois aux Jeux paralympiques. Donc, on est quand même en 2012. Donc, c'est tard quand même par rapport au handisport.
Oui. Ensuite, en 2020, pour les Jeux de Tokyo, on a pu avoir 6 athlètes en sport adapté qui ont pu participer. On a pu récolter 3 médailles, ce qui était quand même très bien pour notre fédération. Et cette année, du coup, pour les Jeux de Paris 2024, pareil, 6 athlètes engagés de la délégation française en sport adapté. Et par contre, une seule médaille d'argent qui a été remportée par Gloria. On va faire un petit point un petit peu juste après dessus. Voilà. Donc ça, ces images-là, elles sont il y en a 2 autres que j'ai mis après. Elles sont très importantes. Donc 6 sportifs engagés, comme je le disais. Gloria en para-athlétisme, qui est celle qui a remporté du coup une médaille d'argent en lancer de poids. Léa en para-tennis de table, Asia en para-natation, Charles-Antoine Kouakou en para-athlétisme, Lucas en para-tennis de table aussi, et Sohan Lucas en para-athlétisme. Donc, comme vous voyez, 3 femmes et 3 hommes, l'équité parfaite sur cette délégation française en sport adapté. Donc, comme vous voyez, c'est pas beaucoup. Je me rappelle plus exactement le nombre d'athlètes. Je crois que c'est plus de 200 250 de la délégation française pour les Jeux paralympiques. Et sur ces 250, il n'y a que 6 sportifs en sport adapté. Tout le reste sont des sportifs affiliés à la Fédération française handisport. Donc, c'est là où on voit un très, très gros écart encore de nos jours. Et pourtant, quand même, le haut niveau en sport adapté s'est développé, bien qu'il a encore quelques freins à l'heure actuelle. Pas tous les moyens financiers ont pu être mis en place pour justement développer ce haut niveau et avoir plus de poids à l'échelle des Jeux paralympiques. Donc, c'est ça aussi le combat de la fédération pour les prochaines années à venir. Et là, il y a cette image de l'équipe, du coup, qui est juste le lendemain après la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Donc, on voit 5 athlètes. Dont bien sûr Alexis Anquincan et Nantou, qui ont été les 2 porte-drapeaux. Et là, on voit juste à côté de Élodie Laurandi, la dame blonde, Charles-Antoine Kouakou, qui est justement un des athlètes en sport adapté, en para-athlétisme. Donc, c'est vrai que c'était notre très grande surprise quand on l'a vu être parmi ces 5 athlètes qui ont allumé la vasque paralympique en fin août dernier, et on était très heureux parce que en fait c'est un poids aussi pour nous, la fédération sport adapté, d'avoir eu notre athlète de notre fédération sur ces images. En fait c'est aussi symbolique parce que déjà ces 5 athlètes représentent 5 types de handicaps différents. Donc ça, chapeau, ça a été bien respecté, et nous on est très contents qu'il ait pu déjà lui avoir cette chance d'avoir son nom écrit dans l'histoire en tant qu'allumeur de la flamme paralympique de la vasque. Donc c'est une image qui a vraiment réchauffé les cœurs quand il y a eu cette cérémonie d'ouverture. Donc voilà, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Ça va. Si j'ai bien compris, Alicia, parce que Oui. si j'ai bien entendu, c'est une délégation française paralympique de 200 et quelques athlètes, c'est ça? Oui. Et sur ces 200, 6 sports adaptés. Donc C'est tout le ça. reste handisport. Exactement. D'accord, Oui. c'est la proportion. Ok. C'est la proportion. Voilà, c'est absolument pas équitable. Après, les raisons, je pense que Jean-Luc a plus de détails sur le pourquoi du comment, mais c'est vrai que je pense, à mon humble avis, il n'y a pas assez de moyens au niveau sport adapté qui sont mis pour le haut niveau, contrairement à la Fédération handisport. D'accord. Donc voilà, mais c'est aussi un manque de moyens financiers et du coup un manque de partenaires qui ont du mal encore à reconnaître le sport adapté. Donc c'est tout un combat en fait à chaque fois. Après, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Après, par exemple, la délégation, hein, il me semble que c'est 250 athlètes donc paralympiques qui ont été représentés en fait au niveau de l'équipe de France en fait sur les Jeux. Et en fait, c'est que 6 athlètes du sport adapté, mais il aurait pu y en avoir plus en fait. Mais simplement, en fait, c'est après ce qu'on appelle la guerre politique, d'accord? Si
on décide d'intégrer d'autres sportifs parce que là, par exemple, manque la représentation de la trisomie 21 qui s'est énormément développée, qui est de plus en plus visible. Mais par exemple, sur les 250, il y a que donc du coup 254 sportifs du handisport. Et en fait, si on prend et on rajoute des sportifs du sport adapté, ça va pas faire 250 plus 20 ou 30, non, mais ça va faire 250 moins des sportifs du handisport. Donc en fait, là, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir enlever des sportifs d'une fédération pour les remplacer par d'autres sportifs. Parce que la délégation, elle aura un chiffre que linéaire. Ça sera de 250 représentants et D'accord, pas plus de représentants. Ça va être au détriment d'une d'accord. fédération. Donc, forcément, nous sommes la moins représentée. Donc, de ce fait, si on engage plus de sportifs sport adaptés, donc ça va être au détriment des D'accord, autres sportifs du handisport. Et comme le dit d'accord. Alicia, en fait, le poids de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la représentation en fait du handisport, de par cette notion de pouvoir plus d'entités privées qui vont aider financièrement le handisport à développer en fait leur haut niveau, ça a un impact aussi sur nous aussi, notre engagement de sportifs en clair sur le sport adapté et sur le jeu paralympique. Ok, 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 ok. Voilà. Voilà, donc là, c'était une petite image de Gloria Aglemagnon, du coup, qui a remporté la médaille d'argent en lancer de poids Mhm. et qu'on a eu la chance de retrouver lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques en tant que l'une des dernières relayeuses pour éteindre la vasque paralympique. Donc là aussi, encore une image forte qui a souligné quand même, parce que même s'il y a un combat qui nous fait suer, on est quand même contente de voir ces images sur la cérémonie d'ouverture, mais aussi sur la cérémonie de clôture, où là encore, on voit différents types de handicaps présents parmi les derniers relayeurs pour éteindre la vasque paralympique, dont le sport adapté représenté par l'une des sportives qui nous a mis à l'honneur sur ces Jeux. Donc, une très belle image et on espère que ça ira dans ce sens pour les prochains Jeux de 2028. Elle est d'où, Gloria? Bonne question. Pareil, je crois. Oui, je pense qu'elle vient de Paris. De Paris? Ok. Oui. C'est cette petite parenthèse Ok. sur les Jeux paralympiques. Oui, oui, très important. Donc là, on va passer plus à nous, ce qu'on fait au sein de notre comité, voilà, pour vraiment vous développer ce qu'on fait à l'échelle du département. Ouais, mais voilà, hein, donc comme on disait tout à l'heure, on est vraiment sur un organisme, on est un organe Déconcentré. déconcentré de la Fédération française du sport adapté. Donc, on est de ce fait avec toutes les reconnaissances ministérielles qui en découlent, puisque de ce fait, comme elle est reconnue d'utilité publique, on est dans des agréments qui sont depuis longtemps acquis auprès du public qu'on encadre. Pardon. Donc, du coup, les objectifs principaux, nous, c'est de développer donc l'offre pratique sportive. En fait, au niveau de tous l'action qu'on disait tout à l'heure, c'est en faveur de l'action au niveau fédéral. Donc, vraiment finalement, dans le cursus pour lesquels on est à la base dédié. Mais après aussi, le comité a voulu en fait aller vers tout ce qui est établissements médico-sociaux et sanitaires pour développer en fait l'activité physique et en même temps on est aussi dans le critère de sélection et de compétition puisque on a par exemple Raphaël Duté qui est sportif de haut niveau inscrit aux listes ministérielles qui dépendent de notre comité. C'est aussi on a aussi cette action-là, ce volet-là d'accompagner les sportifs de haut niveau
sur la détection d'éventuels éléments qui pourraient aller vers le sport de haut niveau et finalement la compétition au niveau national et international. Après, on est aussi sur l'aspect de la promotion du sport santé, le sport thérapeutique, donc qui s'adresse vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On est dans une population qui est assujettie à des troubles énorme au niveau de tout ce qu'on a dit, hein, mais en même temps, il y a des impacts aussi au niveau corporel, physique, qui peuvent être aussi s'accompagner de maladies et de pathologies lourdes. Donc, de ce fait, à ce moment-là, on est dans cette notion aussi, en tant qu'acteur de l'activité physique, de se soucier en fait de l'état de santé et d'une action en faveur du sport santé et de l'action thérapeutique. Et aussi, on est dans cette notion de politique d'inclusion, hein. On en fait aujourd'hui un petit peu le vecteur, mais c'est vraiment de sensibiliser, comme on disait, pour faire connaître le sport adapté et pour faire connaître les handicaps qu'on accompagne auprès du grand public, mais aussi des professionnels, parce que on est dans ce registre aussi des professionnels qui sont encore dans la méconnaissance de cette différence des handicaps, de comment on les prend en charge, comment on peut les accompagner. Et, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est aller vers l'autre, aller vers dans sa singularité, qui fait qu'à un moment donné, on dépasse le handicap, on dépasse les préjugés, on dépasse cette stigmatisation que peut emmener les différents handicaps pour aller vers l'autre et en fait l'accompagner au mieux dans ses besoins. D'où cette importance, hein, Jean-Luc, hein, de ces webinaires. Et pour moi, c'est vraiment au-delà des quelques informations qu'on va transmettre, c'est toujours participer à modifier le regard parce que tout professionnel que nous sommes des structures ordinaires qui accueillons des enfants, avec tout l'intérêt qu'on porte, hein, aux enfants, il n'en est pas moins que on a nos propres freins qui sont toujours agissants encore pour l'instant, parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, et du coup, nombreux sont les collègues qui vont effectivement hésiter à aller à la rencontre de singularités, mais simplement, oui, par ignorance et puis par peur, la peur de mal faire, parce qu'on ne comprend pas l'autre, avoir peur de ne pas réussir à accompagner convenablement. Donc, du coup, là, c'est vraiment pour moi la portée du flash pratique et de nos interventions, hein, c'est de venir rassurer en disant, mais ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre aussi, et du coup, ça va bien se passer. C'est pour ça, Jean-Luc, hein, je disais aussi que j'ai continué à réfléchir depuis la semaine dernière, mais ton expérience avec les pathologies mentales, ce qui là est quand même un public, j'imagine, qui n'est pas du tout évident à accompagner. Et néanmoins, c'est possible. Et c'est possible de faire du sport. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous aider à nous détendre, en fait, hein, par Oui. rapport. Il y a une chose, alors, du coup, comme je suis aussi sur les deux volets, donc autant, parce que ma casquette à moi en tant que professionnel, c'est je suis infirmier et éducateur sportif. J'ai pas de dissociation, je suis, on va dire, bipolaire dans ma prise en charge, parce qu'elle est importante, parce que dans tous les aspects, je vais être sur la partie clinique Oui, en tant qu'infirmier et sur la pathologie mentale. oui. Et du coup, après, je vais être aussi en tant que éducateur sportif sur tout ce qui est la partie éducative et en même temps, on va se mêler dans cette prise en charge l'aspect thérapeutique. Mais c'est souvent aussi, en même temps, j'ai la chance, donc du coup, d'avoir ces deux casquettes et d'avoir deux possibilités d'être terrain de stage, autant avec les étudiants du STAPS que les étudiants de l'école d'infirmier. Et en fait, moi, quand je rencontre même des professionnels qui sont déjà aguerris, moi, je leur dis, comme aux étudiants, il faut Oui, oser, oui, il faut rater, il faut oui. recommencer. Et en fait, c'est ça qui va faire la richesse en fait, de notre expérience. Parce que maintenant, ça fait donc du coup 17 ans que j'exerce en tant qu'infirmier. Mais j'ai toujours été dans le côté humble où, en fait, au début, quand j'ai commencé à mettre en place l'activité physique,
J'étais pas accompagné du diplôme que j'ai actuellement, mais du coup, j'ai quand même osé. Je me suis trompé, j'ai recommencé, j'ai essayé de tenir compte des erreurs que j'avais faites et en fait, comme ça, construire progressivement mon expérience et mon accompagnement qui fait que, en fait, c'est ça qui va faire que, en fait, toute personne qu'on va accueillir, peu importe, puisque chacun a son histoire, que ce soit un enfant en situation de handicap ou non, invalide, va aussi avoir sa propre singularité, sa propre histoire de vie, qui va être complètement différente. Dans même une pathologie, comme la schizophrénie que j'accompagne moi au quotidien, eh ben, il y a diverses schizophrénies, diverses histoires de vie, diverses singularités qui va faire que c'est pas grave. Il faut oser, entreprendre, se rater, recommencer. Et en fait, cette expérience, après, emmène en fait à ce qu'on puisse accompagner au mieux, au plus près, les gens qu'on prend en charge. Les personnes qu'on prend en charge, donc elles vont se nourrir en fait de cette volonté, nous, d'aller vers l'autre et d'aller vers cet accompagnement et de l'accompagner au plus près de ses besoins. Et c'est vrai que parfois, quand on ne connaît pas, on a peur de rater, mais si on a peur, si déjà on passe dans l'idée d'aller vers l'autre, déjà, le rencontrer par sa singularité, hein, simplement par son prénom, ce qu'il est, Julien, Julie, Stéphane, Mohamed, Arnaud, peu importe. Déjà, si on rencontre une personne avant de rencontrer son handicap, eh ben, à ce moment-là, on sera déjà un vecteur de transmission d'humanité déjà par cette autre chose. Et qu'on rate et qu'on recommence, eh ben, c'est pas grave parce que en fait, on est des êtres humains et il faut qu'au travers de ça, on soit dans cette nécessité d'être dans cette humilité et d'être des professionnels qui cherchent. Et en fait, cherchent à accompagner au mieux la personne que l'on prend en charge. Entièrement d'accord et c'est très, très, très rassurant, oui, d'entendre ça. Mhm. Bah, du coup, notre comité, il est scindé en plusieurs commissions qui vont un peu diriger, nous, les projets sur lesquels on va travailler. Donc, on a la commission santé-bien-être, ce que parlait Jean-Luc tout à l'heure, où on est plus sur du sport-santé, sur l'accompagnement du public au travers, pas que de son handicap, mais aussi des pathologies et des troubles qu'il a associés au niveau de sa santé. On a une commission régionale où là, on va se réunir avec tous les agents de développement, tous les conseillers techniques fédéraux de la région PACA et où on va justement échanger sur les différents projets qu'on a au sein de chaque département, de construire des projets communs, que ce soit à la fois sur du loisir ou de la compétition pour la plupart du temps. Voilà, donc un peu échanger à tout ce qu'on fait, c'est toujours très bien d'échanger avec d'autres et de ne pas rester enfermé sur ce qu'on fait nous au sein de notre département, mais de s'ouvrir justement à ce que font les autres. On a une commission compétitive, donc là, ce que je disais tout à l'heure, où on a 3 disciplines phares au sein de notre département, donc qui sont la natation, le tennis de table et la pétanque. Donc ça, c'est notre pôle. Après, libre à nous d'en organiser d'autres, mais c'est vrai que c'est les 3 qu'on a depuis plusieurs années et qui fonctionnent très bien et pour l'instant, on gardera. On a une commission évasion où voilà, il y a un petit cercle parce que c'est vraiment la commission la plus petite où on essaye de le développer, mais il faut du temps aussi pour la développer. Donc, c'est tout ce qui concerne les stages et les séjours sportifs qu'on propose à l'ensemble de nos contacts via les établissements médico-sociaux. On a une grosse commission sensibilisation qui se marque à travers plusieurs actions qu'on fait tout au long de l'année, qui sont diverses et variées, qui peuvent être comme ce flash pratique, qui peuvent être dans des écoles, dans des collèges, qui peuvent être sur des forums, auprès des entreprises. C'est quelque chose quelque chose qui est très large et qu'on développe vraiment au quotidien et qu'on n'arrêtera pas de développer. Et la commission partage, qui est celle sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui, qui est celle qui regroupe différentes actions. Donc, il y en a une qui a été présentée tout à l'heure par Jean-Luc. Donc, il y a les rencontres et les challenges interétablissements. Donc, ces événements, c'est une fois par mois, en fait, on va
proposer une journée sur une discipline qui se décide en amont, en fin d'année, avec les éducateurs des différents établissements. Et on va les faire venir sur une journée par mois, pour leur faire pratiquer différents ateliers, par exemple sur le football ou le rugby. L'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir la pratique pour après les amener vers une pratique extra-établissement. Voilà. Établissement, Alicia, établissement, tu veux dire, on est là sur le médico-social? Oui, exactement. Oui, Sur les établissements d'accord. médico-sociaux et toi, les challenges Sanitaire. et sanitaires Et aussi. sanitaire, d'accord. Oui, exact. Ok. Donc ça, c'est durant toute l'année qu'on va organiser ces journées-là. Et là, le gros projet sur lequel on va faire un focus aujourd'hui, c'est le projet Toi plus moi sport. Donc, ok. Où là, c'est plus en lien justement avec nos collègues C'est ça, exactement. qui nous écoutent. Donc ce projet, il existe depuis 14 ans. Donc, il est pas tout jeune et on essaye toujours de le maintenir. Donc, son objectif, c'est l'inclusion d'enfants en situation de handicap mental, psychique ou avec un trouble du spectre autistique au sein de cours d'éducation physique et sportive dans les écoles primaires au départ. Donc, l'idée, ça va être à raison de une fois par mois, sur une séance d'1 heure au sein de plusieurs établissements scolaires. On essaye d'être sur tout le département. Donc, vraiment, on va de Menton jusqu'à Mougins. Donc, vraiment, on essaye de balayer tout le département. Donc, on se rend dans des écoles. Donc, c'est une convention qui est signée entre une école, une classe avec un établissement médico-social, principalement un IME, un institut médico-éducatif, qui est dans les alentours de l'école. Et une fois par mois, on se réunit et on partage ensemble une séance d'activité physique sur une différente thématique. Là, les 2 dernières années, c'était sur les énergies renouvelables. Donc, ça permet aussi de passer des messages à travers le sport sur la planète. Donc, c'est vrai qu'on a des thématiques sur ces différents projets. L'idée, c'est de déconstruire les stéréotypes et les préjugés des enfants de l'école primaire, en justement les mélangeant avec des enfants qui ont quasiment le même âge qu'eux, mais qui, eux, ont un handicap, ont un petit truc en plus. Et pour ça, on utilise le sport. Mais ça permet aussi aux enfants qui viennent d'un IME d'accéder à un milieu scolaire ordinaire, qui n'ont pas forcément tous la chance de vivre. Donc, c'est aussi là, dans notre idée de briser les codes et briser les barrières. Nous, on va jusqu'au bout et on ne continue pas. On vous montrera après ce projet. Ça, c'est la première partie du projet, mais il se décline en différentes branches après. L'idée, c'est aussi de favoriser l'inclusion de nos publics à travers justement ces actions et en sensibilisant dès le plus jeune âge. Parce que si on sensibilise dès le plus jeune âge, après, ils vont construire avec moins de barrières vis-à-vis du handicap, mais aussi, ils vont pouvoir aller sensibiliser leur famille, leurs proches. Donc, c'est aussi à double, pas à double tranchant, mais c'est un peu comme un poulpe. Nous, on plante une petite graine, l'enfant va continuer d'aller planter la petite graine un peu à droite à gauche, et c'est l'idée euh, à travers ce projet. Du coup, Et pardon? juste Alicia, ça veut dire que là, ce sont quelques enfants d'un IME qui viennent au sein d'une école, au sein d'une classe et qui viennent partager une séance d'éducation physique. C'est ça, hein, concrètement? Exactement. C'est ça, Oui. à peu près, c'est des groupes de 3 à maximum 4 enfants d'un Oui, IME qui se déplacent avec leurs éducateurs d'accord. au sein des établissements scolaires. D'accord. Et c'est vous qui encadrez cette séance avec Oui. l'enseignant, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Généralement, c'est un salarié voilà, du comité qui est dédié à l'animation et l'encadrement de la séance. Après, bien évidemment, il y a les maîtresses et les éducateurs autour qui participent à la séance. Mais c'est vrai que c'est nous qui construisons le D'accord. contenu en fait, de toutes les séances qu'on propose au travers de ce projet. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est ce projet-là qui existe depuis 14 ans. Et on a eu le temps, du coup, de développer ce projet-là en sur différentes actions, différents clubs sportifs.
Donc, je laisse Jean-Luc présenter les deux premiers. Alors voilà, donc du coup, dans l'idée, toujours pareil, de cette notion de sensibilisation et d'inclusion, on est allé en fait essayer de solliciter en fait des entités professionnelles. Donc on est allé donc auprès du foot et du rugby. Donc on a deux pôles, deux clubs phares en fait sur Nice qui sont l'OGC Nice et le Stade Niçois Rugby. Et en fait, on est en partenariat donc avec maintenant l'OGC Nice depuis plus de 10 ans. Donc, on fait exactement la même modalité que pour quand on va en école. Là, c'est des enfants de l'IME, bon, qui sont plutôt adolescents, hein, donc qui vont partager avec des jeunes qui ont moins de 17 ans de l'OGC Nice. Ils vont partager une séance une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et en fait, avec un projet final, avec soit un tournoi ensemble, en mélangeant, en fait, toujours l'idée, c'est de partager, de mélanger, de s'être confronté aussi, d'être au contact du handicap qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être en contact du handicap. Donc, du coup, ça a plus d'impact qu'en fait, si on en parle qu'en théorie. Le contact est un vecteur qui va permettre en même temps de mieux comprendre, de mieux inclure et en même temps de mieux sensibiliser les publics. Donc, de ce fait, on est dans cet axe-là. En plus, au niveau de l'OGC Nice, on est en train de développer la partie sensibilisation auprès de la scolarité du coup de l'OGC Nice. Donc, du coup, on est dans une démarche qui va encore plus en profondeur. Donc, on est au-delà de l'activité physique, on va intervenir au sein de l'activité de l'activité scolarité de l'OGC Nice pour faire de la sensibilisation, comme on peut faire aujourd'hui par le webinaire. Et de ce fait, on est dans cet axe toujours de sensibiliser, inclure, et voilà. Après, au niveau du Stade niçois, on est pareil. On a travaillé avec l'école de rugby du Stade niçois. Donc, on va avoir des enfants qui vont avoir moins de 12 ans jusqu'à moins de 14 ans. Donc, voilà. Et en fait, on va aller partager une fois par mois, là, cette fois-ci, une après-midi rugby qui va durer en gros 1 heure, hein. Les séances, alors, elles sont à peu près quasi à l'identique entre le temps d'arrivée et tout ça. Ça fait à peu près 1 heure et demie. Et voilà, on partage. Et puis après, les enfants, comme vous pouvez voir, à l'OGC Nice peuvent être invités sur des compétitions officielles, donc des matchs de l'OGC Nice ou du rugby, pour en même temps aussi être dans cette notion d'accessibilité de partout. Et après, Et après, la dernière déclinaison qui est la plus récente, c'est Toi plus moi sport au collège. Donc ça, c'est un projet que j'ai pu développer lors de mon master, en fait, que j'ai pu développer avec le comité. Donc, c'est le même principe que Toi plus moi sport, mais au niveau du collège. Donc là, on va s'adresser à un public plus âgé, un public adolescent. Là, c'était avec une classe de 5e et avec des jeunes issus d'un CAJ, donc un centre d'accueil des jours, qui étaient plus âgés par contre. Donc c'était aussi un challenge de ne pas travailler avec un IME cette fois-ci, mais de travailler avec un centre d'accueil de jour où ils sont un peu plus âgés, ils ont entre 20 et 25, 30 ans. Donc c'était aussi le challenge. Et là, ici, on est sur un format de, pareil, une fois toutes les 3 semaines à peu près, 2 heures sur le cours d'EPS qui est prévu au sein de chaque classe. Et là, par contre, oui, c'est le salarié qui va construire la séance, mais par contre, on va se mettre d'accord avec l'enseignant d'EPS de la classe sur les disciplines qu'il a prévu de voir sur l'année. Donc, on va aussi se fixer sur le programme pédagogique et éducatif de la classe participante au projet pour essayer qu'il y ait du lien en fait. Là, par exemple, sur l'année dernière, on était sur 2 disciplines. On était sur le handball, donc qui est une discipline qu'ils ont pu voir au travers de leur cycle de PS et qui, avec moi, ont pu travailler au travers de l'inclusion. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur de l'EPS, on est sur l'activité physique à travers des jeux ludiques. Et du coup, ça leur permet d'avoir une autre manière de voir la discipline aussi. Pas au travers que d'une note, par exemple. C'est vraiment de prendre plaisir à pratiquer, à comprendre un geste et à venir en aide à une personne quand elle n'a pas compris une consigne ou quoi.
Et après, on a travaillé sur l'expression corporelle. Donc, par exemple, la classe avait en deuxième discipline l'acrosport. Donc moi, j'ai décidé de faire de l'expression corporelle pour allier le côté artistique. Et là, c'était très amusant parce que les collégiens, l'expression corporelle, ils ont un petit peu du mal à se livrer, à se mettre en avant. Et par contre, les jeunes du centre d'accueil de jour, eux, par contre, avaient l'habitude de travailler sur cette discipline. Donc, les rôles se sont inversés sur cette discipline. C'était très, très marrant à voir parce que c'était les jeunes du CAJ qui étaient motivés et qui avaient plein d'idées de création de mouvements sur ces séances. Et, euh, et c'était très intéressant à voir. Et les collégiens, au début, la première séance, c'était un petit peu compliqué. Passer devant tout le monde, trouver des mouvements. Oh, mais non, c'est de la danse. On n'aime pas ça, nous. Et ben, au final, au bout de 3 séances, ils ont réussi à produire une chorégraphie tous ensemble et à s'en moquer, en fait, du jugement et au contraire, ils ont joué avec ça et ça a super bien fonctionné. Donc, on essaye vraiment d'aller sur cet axe-là, donc de développer encore une fois le projet Toi Plus Moi Sport et de l'amener au niveau du collège et pourquoi pas du lycée dans quelques années, pourquoi pas. Donc, voilà. Et Alicia, comment vous ciblez les collèges dans lesquels vous allez intervenir? Alors là, honnêtement, le collège avec lequel on a fait ce projet, c'est parce que c'était mon ancien établissement scolaire et que c'est un établissement qui met énormément en place d'adaptation pour les élèves qui sont au sein de leur établissement avec des projets spécialisés et individualisés. Donc, c'est pour ça que mon choix s'est tourné vers eux. Après, sinon, c'est des professeurs de PS qui nous contactent tout simplement en nous disant, bah, nous, on sera intéressés par le projet. Il y en a quelques-uns qui sont déjà venus nous voir et aussi des centres ou des ITEP ou d'IME, des éducateurs qui viennent nous voir en nous disant, ah, mais nous, le projet avec le collège, ça nous intéresserait. On a un collège à côté qui serait intéressé. Donc, en fait, c'est un peu D'accord, du lien. C'est pas forcément nous qui allons trouver l'établissement. Généralement, c'est les établissements ou les éducateurs qui viennent vers nous vous et on essaye interpelle. de développer en fait en ce sens, ce qui répond à la fois D'accord, à eux leurs objectifs et à la fois à nous nos objectifs. d'accord. On a Léa et Céline qui demandent est-ce que ce projet peut être en partenariat avec des accueils de loisirs? Ben, ça, c'est tout le prochain volet qu'on essaierait de développer. Mhm. Euh, Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on essaye de développer Qui et s'est fait pourquoi pas. pour l'instant ou pas encore? Non, pas encore, Pas pas encore. encore, pas encore, mais c'est en projet. Que sur le papier et que en interne. Et pour l'instant, il n'y a rien qui a été mis en place. D'accord, mais déjà sur le papier. Donc, ça veut dire que vous y êtes. Ça a été réfléchi. Pas, je Ouais, pense qu'il faut encore travailler là-dessus avant de s'engager. Mais bien évidemment, c'est un volet sur lequel on ne refusera pas d'aller. ça veut dire qu'on pourrait imaginer des séances d'activité physique partagées sur de l'accueil de loisirs, par exemple, sur du mercredi, Oui, tout à fait. par exemple. Hein? Tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Pour répondre aux horaires qu'il y a. Oui, et pour donc fréquenter beaucoup de collègues de l'animation, on a évidemment beaucoup de sportifs, de footeux notamment. Et là encore, hein, j'ai bien repéré que autant face au handicap, ils se sentent démunis. Par contre, dès qu'on leur parle sport et que on est sur bah voilà, une discipline, une activité qu'ils maîtrisent, qui les fait vibrer, etc. Et là, du coup, ils en oublient le handicap et la particularité de l'enfant et ils sont prêts à y aller. Donc oui, je pense que pour le secteur de l'animation, là, ce serait vraiment chouette de pouvoir avoir du lien avec vous. Mm, mm. Parce que là, j'ai juste noté, Alicia, mais on en reparlera, la question de l'expression corporelle, des jeux, des exercices. Évidemment, pour nos adolescents tout venant, aujourd'hui, la question se pose et plutôt grandement hein, de bouger son corps. Et sans compter effectivement sur la question du lien, de l'estime de soi, de l'image de soi. J'imagine, hein, là, c'est gagnant-gagnant, vraiment, alors pour l'instant, pour ces deux publics, parce qu'ils sont chacun issus d'un champ différent, l'ordinaire et puis le médico-social. Mais on voit bien là que dans ce que ça s'apporte,
On est juste sur la rencontre d'adolescents, point, quoi, qui prennent Complètement, chacun son à prendre de l'autre. complètement. Et c'est généralement ce qui arrive enfin, au fur et à mesure des séances, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas tant de barrières que ça et qu'ils arrivent à se reconnaître en beaucoup et qu'au Évidemment, final, c'est pas si difficile que ça de communiquer. évidemment, Comme disait Jean-Luc, du moment qu'on tend la main, évidemment. il ne Et vous oui, refusera jamais la main. C'est oui, déjà un pas de... Juste pour vous préciser une chose, sur la photo qui est à l'OGC Nice, donc en fait, il y a le gardien actuel qui est remplaçant à l'OGC Nice, qui s'appelle Teddy Boulendi, qui en fait qui a fait partie en fait du premier groupe qui a accueilli donc le projet Toi plus moi avec l'OGC Nice. Donc, il faisait partie des jeunes qui ont fait partie de ce projet-là à l'origine. Et en fait, quand on y a demandé en fait s'il voulait venir et être parrain en fait de l'action, en fait, il est venu et en fait, on a vu en fait à la différence de Kefren Turam que en fait Teddy Boulendi, vu qu'il avait déjà rencontré ce public-là, en fait, il était d'une façon spontanée, comme si en fait il les avait, comme s'il les côtoyait tous les jours. En fait, on a vu en fait cette notion de partage qui s'est ancrée depuis très longtemps, qui lui en fait a cassé les barrières. En fait, il est arrivé avec les jeunes, il les a rencontrés comme comme s'il les rencontrait tous les jours et il les côtoyait tous les jours. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit en fait finalement l'impact de ces actions-là, de cette action-là auprès du public qui fait que, en fait, comme disait tout à l'heure Alicia, on essaye de planter une graine qui va en fait chambouler un petit peu tout et puis qui va en fait permettre ce changement, cette acceptation, ne plus faire de barrières. Et en fait, là, l'expérience du projet, puisque je le suis depuis le début. Et j'avais vu Teddy à l'origine du projet. Et en fait, je l'ai revu cette année quand il est venu en tant que parrain. La première séance, on aurait dit que franchement, il était, je brosse pas pour vraiment mettre en avant le projet, mais là, vraiment, j'ai l'impact d'un jeune qui a été sensibilisé il y a très longtemps et qui se retrouve avec le même public et qui, en fait, ne fait plus cas en fait du handicap, mais en fait, il avait des sportifs avec qui il allait partager un bon moment et avec qui il allait s'amuser. Donc, c'est ça aussi l'idée, en fait, l'idée générale, c'est qu'en fait, à un moment donné, comme tu disais tout à l'heure, avec des sportifs qui peuvent avoir en fait cette notion de crainte du handicap, c'est simplement se servir de la discipline pour partager un moment, pour partager en fait le jeu, pour partager quelque chose, un moment qui va faire que on favorise la rencontre et c'est juste ça. C'est une médiation qui va être au oui, service de la relation et la rencontre de l'autre. Et en fait, on se sert de l'activité physique. Voilà, moi, je me sers en tant qu'infirmier. Je me suis servi pendant des années d'autres activités pour la rencontre de l'autre et de travailler par rapport à ses besoins, la pathologie et tout le reste. Mais voilà, ça reste une médiation et ça reste quelque chose dans lequel c'est une ère de médiation. Hein, si on va plus spécifiquement sur l'ère de Winnicott, c'est sur une ère de rencontre et par laquelle va se jouer beaucoup de choses. Autant, autant pour la personne en situation de handicap que la personne en situation valide et en même temps pour l'encadrant. Parce que l'encadrant qui se met au service de cette action, cette médiation, peut avoir aussi des changements. oui, 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 c'est très impactant, hein. Ça a vraiment là un effet fort. Et alors, j'aime pas bien utiliser ce mot-là, mais je vais l'utiliser parce que ce que j'entends, c'est que en sensibilisant les enfants, les jeunes, hein, avant d'être adultes, on va dire, du coup, on sème chez eux l'idée que bah, finalement, c'est complètement normal de pouvoir partager du sport ou autre, mais avec quiconque, avec quiconque. Et là, avec le gardien, c'est ça qui s'est passé pour lui. C'était évident, normal, de pouvoir, effectivement, il n'y a plus cette stigmatisation. Mais ça c'est la force hein, de l'éducation. Hein. Plus effectivement on est auprès de nos jeunes, de nos enfants et de nos jeunes,
et plus on peut leur transmettre tout ce qu'on veut parce qu'ils sont complètement open et humainement, n'en parlons pas. On a Barbara Bignon de la CAF. Coucou Barbara, merci d'être là ce matin, qui nous dit: je vous confirme que la CAF des Alpes-Maritimes souhaite soutenir le développement des actions Toi plus moi sport du CDSA 06 sur les temps périscolaires. Donc, c'est une bonne nouvelle. Super nouvelle. C'est une C'est bonne super nouvelle. Barbara, c'est notre interlocutrice principale hein, pour nous, le PRH. Du coup, Barbara, n'hésite pas à me dire si jamais tu veux que j'ouvre ton micro, si tu as d'autres choses à nous dire et que ce serait plus facile oralement. Et on a aussi Lucille qui nous dit: des accueils de loisirs ont des partenariats le mercredi avec des activités extrascolaires, associations sportives pour le public dit ordinaire. Comment répondre aux demandes des familles d'inscrire leur enfant à besoins spécifiques en situation de handicap dans ces structures sportives? Est-ce devenu une obligation légale d'accueil pour... Ah, il n'y a pas la fin, là, Lucille, de votre message, mais comment répondre aux demandes des familles d'inscrire leur enfant à besoins spécifiques? Est-ce devenu une obligation légale d'accueil pour ces structures? Alors, je crois, Alicia, que vous avez prévu de l'évoquer. C'est ça. Ben, c'est la slide juste d'après. Donc, du Quelle coup, belle transition, magnifique. Exactement. Pour faire un petit peu du sens, du coup, à la première question qu'il y avait au début du flash pratique et à celle-ci, sur le département, on a plusieurs clubs et associations sportives qui proposent des créneaux, donc à la fois adaptés à notre public et uniquement dédiés pour eux, mais on a aussi des créneaux, il y a des clubs et associations qui proposent des créneaux inclusifs, donc c'est-à-dire avec du public valide. Donc ça, nous, on l'a séparé on va dire, en 3 catégories. Après, c'est notre façon de le séparer et on n'est pas obligé de faire comme ça. D'abord, il y a les clubs et associations sport adaptés. Donc, c'est vraiment des clubs et des associations qui proposent de l'activité physique, alors que ce soit au niveau loisir, au niveau compétitif, pour des publics issus de notre fédération. Donc public en situation de handicap mental, psychique ou avec un trouble du spectre autistique, qui propose différents créneaux autour de différentes disciplines. Ensuite, on a des clubs et des associations qui sont, comme le GC Nice Escrime, des clubs au départ pour public valide, mais qui ont au sein de leur club et association des sections sport adaptées, qui ont aussi des sections qui sont dédiées pour nos publics à besoins spécifiques. Et ensuite, on a depuis peu des clubs inclusifs, donc, qui ont participé aux différentes sessions. Donc, il y a eu 2 sessions qui se sont déroulées. Il y a eu une session qui se déroulait à Nice et une session qui se déroulait à Cannes. Donc, il y a une formation club inclusif. Oui, on peut appeler ça une formation, qui est proposée par le Comité paralympique et sportif français et que nous, au sein du 06, on met en place, on anime. Donc, c'est des clubs qui répondent favorablement à cette formation, où il y a à la fois de la pratique, où nous, on fait venir des publics issus d'établissements médico-sociaux pour les mêler directement à une pratique avec du public en situation de handicap. Et après, il y a la partie théorie où nous, justement, on va leur exposer déjà, nous, notre rôle en tant que comité, mais aussi les différentes façons qu'il existe de mettre en place de l'activité physique pour notre public au sein d'un club. Et on va leur exposer différents travaux pratiques avec différents cas d'enfants, d'adultes, d'adolescents qui peuvent rencontrer et qui veulent pratiquer au sein de leur club. Donc voilà, donc ça c'est 3 catégories qu'on différencie. Ça, quand par exemple il y a des publics qui veulent s'inscrire à ces clubs, l'idée c'est de nous contacter nous et comme ça nous on peut renseigner au mieux les familles en fonction déjà de où ils habitent, parce que c'est vrai que la particularité de notre département c'est qu'il y a beaucoup à Nice et beaucoup à Cannes, mais au milieu c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous on essaye aussi de répondre au mieux aux demandes des familles.
et de les orienter en fonction du choix de la discipline, de la localisation, tout ça. Donc, il va y avoir des clubs qui vont être complets rapidement et où ça va être très compliqué de trouver des créneaux. Et il y a des clubs où ça va être tout à fait faisable d'inscrire son enfant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus? Ouais, après, juste pour être dans une dimension, on va dire, un peu plus politique, il est bien évident que la loi de février 2002 a mobilisé un peu la société pour donner l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Donc, qu'on voit au quotidien, hein, l'accessibilité au travers des rampes, des abris de bus, ainsi de suite. Mais aussi, ça se décline sur l'activité physique. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malheureusement, en fait, les clubs, on va dire, de droit commun valides, en fait, sont dans cette crainte et avec la stigmatisation qui est celle du handicap, en fait, vont avoir ces difficultés d'accueillir les personnes en situation de handicap au sein de leur club. Et en fait, si on est assujetti vraiment avec la loi, en fait, aucune association sportive n'a le droit de refuser une personne en situation de handicap au vu de la loi de février 2002 pour prendre en charge la personne en situation de handicap. Sur le terrain, c'est pas ce qui se fait parce que c'est encore difficile d'être dans cette déconstruction de la stigmatisation et la crainte de l'accueil. Et puis en fait, c'est vrai qu'on est obligé d'aménager. Il y a une prise en charge qui est un peu plus particulière, mais Un coût aussi. voilà, avec le coût aussi, mais si on va au-delà de ça, on sait très bien que certains clubs, puisque nous, on a l'expérience déjà d'avoir des clubs qui se sont mis au service du handicap et du coup qui ont créé et qui ont eu cette envie, cette volonté et qui fait qu'en fait, on voit que ça marche très bien. Et en fait, c'est toute cette idée aussi, au travers des clubs inclusifs, de les accompagner pour montrer que tout est possible et que si on a fait preuve de bonne volonté, et puis comme on disait tout à l'heure, hein, c'est pas grave si on se trompe et qu'on réévalue, qu'on essaye de réadapter, du coup, on peut être dans un très bon accompagnement et finalement une proposition qui va s'étendre pour le public particulier. Alors, là, concrètement, aujourd'hui, imaginons, je suis en accueil de loisirs, une famille me dit, ah, je voudrais inscrire mon fils dans le club de judo à côté, mais au vu de ses particularités, quand je me suis présentée, ils m'ont pas dit non, mais ils m'ont dit que ça allait pas être facile, etc. Qu'est-ce que je peux conseiller à la famille? De nous contacter pour que nous, on puisse la rediriger vers des clubs qui, sans souci, accepteront de prendre l'enfant sur des créneaux. Dans tous les cas, on a eu le cas plusieurs fois où il y a des clubs qui se disent inclusifs et qui se disent accueillir du public en situation de handicap, mais qui sur le terrain n'est pas réellement la réalité. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment de nous contacter parce que nous, on est en lien avec ces clubs au quotidien, que ce soit pour des événements que nous, on organise ou pour conseiller d'autres partenaires de travailler avec tel ou tel club. Donc, on sait comment ça se passe au sein des clubs qu'on propose. On a tout un listing voilà, de clubs. Donc, c'est vrai Oui, que c'est... Nous, c'est ce on que nous conseillerait de nous demandons contacter. Comme ça, nous, de on vous peut contacter. au mieux Oui, rediriger. Donc là, j'ai mis en dessous le mail de la boîte contact du d'accord, CDSA. Donc, d'accord, soit nous contacter par téléphone sur notre site internet. Donc, il n'y d'accord. a pas de souci. Ou alors par cette adresse mail, sans souci. Parce que Parce que Lucie, pas tous les clubs, parce que même si, comme l'a dit Jean-Luc, il y a une loi qui dit qu'aucun club et association ne doit refuser de personnes en oui, situation de handicap, ce qui est vrai, mais sur le terrain, ce n'est absolument pas appliqué de partout. Donc, On peut pas forcer on les peut pas gens. forcer les gens à prendre oui, du public, même oui, si ils ont bien tort. Mais oui.
Et pour l'instant, on n'a pas la disponibilité ou les moyens humains, par exemple, pour venir dans ce club donc, de proximité. Là, je repense à la famille, l'exemple de judo, et avoir quelqu'un qui puisse venir accompagner pendant quelques... Parce qu'on sait que, enfin, en tous les cas, il me semble que rapidement, hein, les collègues, déjà quand on les rassure, quand on leur parle des singularités de l'enfant et de comment y répondre, il me semble que du coup, l'accompagnement, enfin, il n'y a pas besoin d'un accompagnement auprès des collègues de façon très longue. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas accompagner dans les clubs ordinaires. Venir. Je sais que sur la ville de Cagnes, par exemple, ils se sont mis en contact avec la coordinatrice accueil spécifique au travers d'une situation, justement, et qu'ils ont pu, du coup, vu que la coordo, avec son équipe, connaissait bien l'enfant, bah, c'est elle qui s'est chargée de rassurer le club et puis de dire, bah voilà, il faut procéder comme ça, en association avec la famille. Et on était bon, en fait. Il y a des clubs qui sont réceptifs à ce type de discours et il y en a Oui, qui ne le sont pas et qui ne veulent pas l'être. Et après, oui, c'est vrai que ça dépend aussi de quel type de handicap. Il y a oui, différents degrés de déficience intellectuelle oui, associés à d'autres troubles du comportement qui nécessitent un accompagnement spécialisé dans une discipline. Donc, c'est c'est vrai, vrai que c'est au cas par cas. c'est vrai, c'est Donc, vrai. on peut pas forcer un établissement à adhérer, mais on peut l'inciter fortement à se renseigner sur comment développer la pratique adaptée au sein de son club, justement en allant chercher des professionnels adaptés, en allant chercher des financements. Voilà. Oui. Nous, c'est aussi ce travail-là qu'on essaye de faire à travers des clubs, parce qu'il y en a des clubs qui ont participé à des dispositifs clubs inclusifs qui, justement, nous disent, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas le mettre en place parce que je n'ai pas les moyens humains. Parce que il y a des clubs qui fonctionnent qu'avec des bénévoles, donc les bénévoles à côté, ils ont un travail aussi. Eh oui, Donc, eh oui. donc c'est tout un fonctionnement où nous, ben, on essaie de les accompagner justement dans ce développement de la pratique. Mais il y en a où il y en a Oui, où ils font l'effort et justement, ils nous demandent bon, alors, aidez-nous. oui, Mais il y en a où ils ne vont pas faire l'effort et leur fonctionnement actuel leur convient. Par contre, il y a des clubs qui ont la possibilité d'accueillir sans souci du public en situation de handicap et qui le font depuis des années et où nous, on l'a appris que très tardivement, en fait. Et nous, quand on les a eu au téléphone, ils nous ont dit, ah, mais oui, mais ils sont déjà inclus, en fait, au sein de nos groupes et ils ne sont pas refusés. Donc ça, c'est aussi top d'avoir de belles découvertes comme ça et on espère super. en avoir de plus en plus. Lucille demande s'il y a justement un annuaire concernant ces clubs, les clubs inclusifs. Et est-ce que tu as parlé de listing tout à l'heure. Est-ce que vous avez une liste? Et du coup, Lucille demande si elle peut récupérer cette liste soit auprès de vous, soit auprès du PRH. Ouais, sur les Alors nous, sensibilisations. on a un listing qui est propre à nous au sein du comité. Par contre, il y a une plateforme où ils sont tous recensés. Je suis en train Oui, de chercher et sinon, je te l'enverrai oui, tu me l'enverras. par mail. Il y a une plateforme en fait où justement tous les clubs sont recensés et où tout type d'accompagnement de chaque club est décrit avec leurs horaires, tout ça. Donc, Ok, ok, et normalement, on a exactement la même chose par rapport à nous, nos informations et ce qu'il y a sur cette plateforme. d'accord, parfait, Voilà. parfait, parfait. J'ai deux, trois commentaires encore de la part des collègues à vous transmettre. Alicia, on en est où par rapport au diapo et à votre propos? Est-ce qu'il restait encore quelque chose? Il reste la dernière partie sur la présentation des différents types de handicap. Oui, et ça, on avait dit qu'on ne ferait pas forcément focus là-dessus. Non, Euh, si vous hein, voulez. si tu es d'accord, Il n'y a pas de vu que les souci. collègues sont déjà sensibilisés sur les caractéristiques des différents types de handicap. Là, on a dit l'essentiel sur le CDSA, vos missions, la façon dont vous fonctionnez. Eh, oui, est-ce qu'on est Oui, oui, bon? ah Oui, oui, pardon, oui, oui, oui. Oui, oui. oui, d'accord. Oui. Alors, du coup, parce que j'essaye de tenir le timing, parce que les collègues sont sur leur lieu de travail pour la plupart, donc il est 56, je vais envoyer le petit sondage de fin
dont on a besoin à chaque fois hein, pour avoir un retour des collègues sur ce flash pratique. Et donc voilà, donc les collègues, je vous remercie de bien vouloir, comme d'habitude, répondre à ce petit sondage qui dure moins d'1 minute. Et du coup, Jean-Luc et Alicia. Alors, d'abord, j'avais Christine Di Crescenzo, qui est sur Menton, coordinatrice accueil spécifique du secteur de petite enfance, une collègue avec qui je travaille beaucoup, Christine, qui s'adresse à vous en vous disant, si vous le souhaitez, le CCAS et le relais santé handicap, il y a une nouvelle permanence qui s'est mise en place là sur la ville de Menton pour accueillir justement les personnes avec une situation de handicap, famille, et pour avoir un interlocuteur, hein, justement. Donc, ça se passe au CCAS de Menton. Christine dit qu'ils peuvent vous accueillir sur notre site pour venir présenter votre association et rencontrer les différents partenaires de la ville. Voilà, vous avez une invitation de la part de Menton. Et puis, j'ai Sandy, Sandy Colli aussi, collègue avec qui je travaille beaucoup, qui est sur Roquebrune. Donc, elle dit, aujourd'hui, on accueille bon nombre d'enfants qui sont en structure ordinaire et qui ont des notifications d'IME. Ils fréquentent les accueils de loisirs et les périscos. Toute la difficulté pour les équipes d'animation est de mettre en place des activités physiques inclusives. On a déjà mené des actions auprès des clubs sportifs locaux par le biais d'animation en centre de loisirs, mais ça reste encore très difficile. Mettre en place des activités physiques inclusives, là, évidemment, on a besoin de votre éclairage, d'une sensibilisation, d'astuces. Et c'est ce qu'on a évoqué avec Lisa, d'où l'idée du partenariat entre le PRH et le CDSA pour pouvoir envisager dans les mois à venir, effectivement, peut-être un module de formation qui permettrait à nos collègues d'apprendre à comment construire et animer une séance d'activité physique inclusive. Avec plaisir. Voilà, sous le contrôle de Jean-Luc, hein, on n'en a pas encore parlé directement, Jean-Luc, avec toi, mais avec Lisa, déjà, depuis quelques mois, on est sur cette idée-là. C'est là où je disais, le secteur de l'animation, notamment, a un fort besoin. Et les collègues de la petite enfance, j'imagine aussi tout à fait, qui auraient du besoin, en tous les cas pour ma part, j'aurais besoin, si je devais construire du parcours de motricité, par exemple, hein, pour faire bouger les enfants, je suis sûre que vous auriez des conseils à nous donner. Oui, oui, il y a un élément fondamental pour toute population, alors je veux dire population au sens très large, valide ou en situation de handicap, le jeu est un élément moteur en fait sur toute activité. Dès qu'on met du jeu en place, peu importe l'activité, discipline qu'on va proposer, du moment qu'il y a du jeu, en fait, l'être humain est enclin à jouer même à 80 ans comme à 4 ans. Et en fait, si on décline le jeu sur n'importe quelle discipline, en fait, il y a forcément en fait une implication corporelle et un investissement au sein de l'activité au travers du jeu. Sur l'animation, dès qu'on met du jeu, en fait, forcément, même les personnes qui sont loin de cette activité, même des fois quand moi je sais que j'ai mis en place des jeux et en fait vous avez des personnes qui au début sont sur le côté et ne veulent pas y participer, puis au bout de 5 minutes, comme ils voient les autres s'amuser, ils se disent bon ben en fait voilà et on y va et puis du coup le jeu reste un élément moteur primordial en fait pour tout investissement parce qu'au travers du jeu, en fait, on ne se contrôle pas et on joue. On joue tout le temps dans la vie. On joue à 4 ans, à 2 ans, à 80. On a aussi cette capacité et cette mobilité et on se découvre. Après, ça serait plus, moi, pourrais le décliner sur un aspect psychique et donc psychiatrique et l'analyse en fait profonde qu'il y a au travers du jeu. Mais voilà, il y a cette déclinaison en fait qui fait que notre personnalité, elle va émerger au travers du jeu. Et c'est comme ça qu'on va en fait découvrir en fait la particularité de la personnalité de la personne au travers du jeu.
Donc, on s'en sert sur n'importe quelle discipline. Quand on a une approche pédagogique sur une discipline, que ce soit le foot, que je connais moi aussi très bien, et quand on est sur l'approche des jeunes, en fait, sur l'apprentissage du jeu, de la technique, on est toujours sur du jeu. Et c'est au travers, au début de l'apprentissage par le jeu, qu'on va aller sur la progression et l'émulation de l'élément psychomoteur qui va se créer en fait progressivement. Après, on va travailler d'autres compétences et d'autres habilités on va rentrer dans l'âge et on va avoir cette capacité, on va dire cognitive, de comprendre des consignes plus importantes. Voilà, et au travers du jeu, en fait, de toute façon, toute discipline, tout peut être amené au travers du jeu. Après, il y a aussi l'explication, tout simplement. Mm. Nous, c'est vrai qu'à travers nos séances et tous les projets, là, Toi Plus Moi Sport qu'on a pu montrer, avant ces séances, il y a des séances de présentation. Il y a des séances où justement, on déconstruit tous les préjugés, tous les stéréotypes. Il y a une partie où on est vraiment qu'avec les élèves, qu'avec les jeunes sans handicap, où ils vont pouvoir poser toutes les questions, même si elles paraissent un peu brutales. Parfois, c'est pas grave, parce qu'il faut qu'ils les posent. Et s'ils en ont besoin, c'est nécessaire. Et ensuite, par contre, on fait intervenir à la fin de cette présentation le public en situation de handicap pour justement qu'ils se rencontrent. Et c'est que la semaine d'après où il y a la séance. Donc voilà, ça aussi, ça peut aider parce que justement, il y a toute cette déconstruction en fait qu'on fait en amont pour que après le projet et les séances aient plus d'impact et aussi au moins l'impact puisse rester sur le long terme. Donc, C'est voilà. très intéressant. Oui, 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 c'est très intéressant. Je pense que là, vraiment, ouais, il y a de l'apport qu'on peut faire auprès des collègues, là, oui, effectivement. Alors, on a Arnaud Forêt de la SDJES, hein, notre financeur, qui dit: le ministère des Sports a publié le site HandiGuide des Sports pour identifier les structures parasportives de proximité. Et il nous met le lien. Merci Arnaud d'être là ce matin. Alicia et Jean-Luc, on arrive au terme de ce flash pratique. Je vais juste vous lire les quelques commentaires de quelques collègues. Lucille, c'est une très belle action. Merci au CDSA 06 pour toutes ces informations. Barbara Bignon de la CAF, merci pour ce flash pratique très intéressant. Barbara, merci au CDSA pour ces échanges, à Stéphanie pour l'animation. Kelly, merci à tous pour votre disponibilité et votre accompagnement. Céline, merci à vous. Sandy, ce serait vraiment top comme formation. Donc, elle évoque effectivement une formation autour des séances physiques inclusives. Geneviève, merci pour ce flash très intéressant. Geneviève à Montsartou. Merci, à bientôt Nadine et Magali. Et Lucille, pour finir, y a-t-il un label imagé comme dans les lieux culturels pour savoir si la structure est adaptée et à quel handicap? Un label imagé, ça vous parle, ça? Non, ça me parle pas du Non. tout. Non, je pense pas. Non. Non. Christine, merci beaucoup, c'est parfait. Céline, merci beaucoup. Eva, merci. Voilà, donc je relais tous ces remerciements. Alicia et Jean-Luc, mille merci. Vraiment, vraiment, vous. pour avoir Merci à vous. pris de votre temps ce matin. Alicia qui a construit le diapo, vraiment, c'est merci, merci à toi. Je vous ai tutoyé au fil du flash pratique. J'espère que ça vous froissera pas. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. C'est ce qui m'est venu. Du coup, je fais l'intermédiaire, hein. Vous êtes d'accord si j'ai des collègues qui veulent vos coordonnées ou qui ont des questions après le flash pratique, ben, je reviens vers vous. Et puis, on va poursuivre avec Lisa Matona, ce qu'on avait commencé il y a quelques mois, et donc en collaboration avec Alicia. Jean-Luc, un peu moins. Je pense que tu dois être quand même très, très pris. Un tout petit peu. Un Un petit petit peu ouais. comme ça. Un petit peu comme ça, j'imagine. Bien que j'ai une idée de flash pratique te concernant, mais bon, je reviendrai tranquillement te faire ma proposition. Et j'ai une idée, Alicia, pareil, à réfléchir avec toi notamment sur la question d'un flash pratique, peut-être sans grande prétention, hein, mais sur justement là, c'est comment on fait une séance physique inclusive, et notamment si on pouvait faire focus sur des jeux corporels. D'accord. Peut-être qu'on pourrait construire quelque chose autour de ça.
pour un prochain flash. Voilà. D'accord, En je le garde attendant, en tête. tu gardes en tête? Super. Oui, Je reviendrai tranquillement vers vous et on verra si c'est réalisable ou pas. ça marche. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. À très, très bientôt. Les collègues, je vais mettre fin aussi au sondage. Merci d'avoir répondu et fin au webinaire. Merci Jean-Luc, merci Alicia. Merci, Merci beaucoup. à À bientôt. très, très bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne continuation les collègues et bonne semaine à vous. Pour les derniers qui ne se sont pas déconnectés. À très très bientôt, en tous les cas au mois prochain pour le prochain flash pratique et en sensibilisation d'ici là pour ceux et celles que je vais croiser en formation. Ciao, ciao!